Alors, juste avant que ta vidéo ne commence, si ça t'intéresse, que tu veux accéder au workbook de cette vidéo, ainsi que tous les exercices et tous les templates qui sont donnés dans cette vidéo, tu peux retrouver le premier lien en description, un lien pour pouvoir les télécharger. Tu as juste à envoyer ton adresse email et nous, après, on t'envoie tout ça justement par email. C'est le premier lien en description, moi je te laisse à cette vidéo et on se dit à tout de suite de l'autre côté. Comment faire un bon email marketing, comment donner des résultats avec les emails. Vraiment, pour moi, c'est un module très très bien parce que l'email marketing, toutes les entreprises en ont besoin. Toutes les entreprises devraient faire l'email marketing dans le cas où ils ont un produit à vendre. Donc, je suis très content de pouvoir faire ce module et j'ai beaucoup de choses à vous dire. Alors, déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va parler de quoi? De quoi va-t-on parler? On va pas parler de cold email, donc on va pas parler de messages de prospection qu'on pourrait envoyer à des personnes qu'on ne connaît pas, on va dire comme ça, où on doit chercher des adresses email et leur envoyer directement un message de prospection. Non, on va pas parler de cold email, c'est une discipline différente, il y a des choses qui peuvent se ressembler par rapport à l'email comme on va parler, mais on va parler plutôt des emails que vous avez souvent dans l'onglet promotion. C'est ce genre d'email. C'est les emails que vous envoyez à des personnes qui ont qui ont accepté de recevoir des emails de votre part. Le cold email, c'est des personnes qui n'ont pas accepté de recevoir d'emails de votre part. Donc voilà, donc vous devez vous présenter. Bref, il y a des structures bien différentes et bien prédéfinies au cold email. Non, nous, on va se concentrer aux emails de promotion, si on veut, qui se retrouvent sur l'onglet promotion, même si ce n'est pas forcément des emails de vente. C'est des emails que vous allez envoyer à votre liste. Alors, je vais déjà vous parler de la bonne et de la mauvaise façon de faire de l'email marketing. J'ai pu voir l'envers du décor de beaucoup de business en ligne et ça fait peur. La plupart des business possèdent d'immenses listes email avec des dizaines de milliers d'abonnés, mais qui ne gagnent même pas 100 euros quand elles envoient un email. Pour beaucoup, l'email marketing, c'est balancer des immenses réductions flash à la tête des clients de leur liste, détruisant leurs relations et brûlant par la même occasion le potentiel de leur liste. Ils bombardent leur liste d'emails de vente jusqu'à ce qu'ils se désabonnent et que leur liste ne serve plus à rien et finissent par se dire que ça ne sert à rien d'envoyer trop d'emails car on va se faire détester. Oui, la plupart des business, la plupart des personnes qui pensent à l'email marketing n'ont pas forcément une vision, on va dire, très éduquée par rapport à l'email marketing. Parce que on a tous une vision très erronée de ce que l'on voit. Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on voit l'email marketing en mode on va quelque part, on achète par exemple un produit et boum, on se retrouve dans une liste de newsletters promotionnelles avec des moins 50% à tout va, etc. Mais ça, malheureusement, c'est la plupart des grosses entreprises qui font ça, enfin beaucoup de grosses entreprises. Et puis, en fait, ce qui est cool, c'est qu'au fur et à mesure, avec le temps, ça commence un petit peu à changer cette image. Si vous remarquez bien, maintenant, si vous allez dans votre onglet promotion, dans votre boîte email, vous avez peut-être de plus en plus d'emails qui sont peut-être plus intéressants à lire. Peut-être qui ne vous intéressent pas, hein, mais en général, ils essaient d'être de plus en plus intéressants par email. Donc, de faire des emails beaucoup moins tournés vers la promotion, etc. Et oui, il y a beaucoup d'entreprises qui n'exploitent pas correctement leur liste email et c'est ça un comble et c'est pour ça que l'email marketing est très important et que vous avez quelque chose à faire avec l'email marketing, c'est qu'il y a un gros potentiel dessus parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui n'utilisent pas ça ou qui n'utilisent pas ce canal. Mais l'avantage, on verra beaucoup plus en détail, mais il a beaucoup d'avantages ce canal de relations et surtout de communication avec ses clients et ses prospects. C'est que c'est des personnes où vous ne payez plus pour leur envoyer un email. Vous n'avez pas besoin par rapport à une publicité où vous devez tout le temps repayer. La pire façon de faire l'email marketing, c'est envoyer 0 email par mois et envoyer une fois de temps en temps une immense promo qui ruine la liste. Parce que oui, ça arrive aussi beaucoup, c'est que beaucoup pensent que l'email marketing, c'est ok, dès que je veux faire une promo, j'envoie un email et puis le reste du temps, j'en envoie pas. C'est vraiment ça qui est dommage et il faut voir au moins faire un email par semaine qui n'est pas une promo, qui est une newsletter, on va dire un petit peu de contenu, ce genre de choses, mais qui permet de entretenir une relation avec sa liste. Alors, comment voir l'email marketing? Chaque email est une occasion d'améliorer la relation avec les clients de la liste. Chaque email que vous envoyez ne doit pas faire penser à une publicité, mais à un message qui apporte de la valeur au lecteur. Un message qui apporte de la valeur au lecteur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il lit votre email, il a la sensation d'avoir appris quelque chose, que ce soit avoir appris quelque chose sur lui-même, que ce soit d'un niveau intellectuel ou autre. Quand je dis avoir appris quelque chose sur lui-même, c'est il n'a pas forcément besoin, vous n'avez pas forcément lui raconter une anecdote, vous n'avez pas forcément besoin de lui donner un conseil, mais vous pouvez lui montrer que vous avez diagnostiqué son problème. C'est ce genre de choses que l'on voit déjà beaucoup dans les modules marketing que j'ai développés plus tôt. C'est vraiment cette idée d'apporter de la valeur. De la personne, elle se ressort l'email, elle se dit « Ok, cet email, j'ai appris quelque chose ».
L'email marketing, c'est de l'argent dormant de toute entreprise qui n'étant plus qu'à être récupéré. Ça a le potentiel de devenir très vite la source principale de revenus d'une entreprise. Ça a très vite le potentiel de devenir la source principale de revenus d'une entreprise. Et c'est là que vous jouez votre rôle. Je vais simplifier au maximum l'email marketing pour que ce soit clair comme de l'eau de roche pour vous. Vraiment, c'est de l'argent dormant et c'est quelque chose qui permet d'optimiser énormément vos revenus dans votre business et qui permet aussi de grossir tout simplement votre business. Parce qu'au fur et à mesure que vous avez une liste engagée et une très bonne liste, ce sera de plus en plus facile de faire des ventes avec. Un email n'a pas de coût d'acquisition car vous avez déjà payé pour ce client. Vous avez peut-être payé pour acquérir des clients il y a 2 ou 3 ans et vous pouvez toujours les solliciter en permanence sans avoir payé un autre coût d'acquisition pour communiquer avec eux. Vous avez acheté le droit de communiquer avec eux et ils sont restés parce qu'ils vous aiment, vous et votre marque. Maintenant, c'est à vous d'entretenir les relations et de faire en sorte qu'ils achètent. Créer une relation pour ensuite qu'ils puissent acheter. C'est vraiment le principe même du système de relations sur lequel repose l'email marketing. L'email marketing expliqué en 3 minutes. Mettons, vous êtes entreprise et ce sont tous les emails que vous envoyez à vos prospects et clients de votre liste avec comme objectif final faire plus de ventes. Donc voilà, votre liste déjà, il faut comprendre que votre liste elle est composée de deux styles de personnes, les clients et les prospects. Les clients, c'est les personnes qui ont déjà acheté au moins une fois chez vous. Et donc après, vous pouvez avoir les clients qui ont acheté le produit A, produit B, etc. Et les prospects, c'est les personnes qui n'ont jamais acheté chez vous, mais qui sont intéressées par le domaine d'expertise de votre business. Que ce soit une marque de vêtements, que ce soit coach en développement personnel, que ce soit du sport, que ce soit n'importe quel domaine, c'est des personnes qui sont venues dans votre liste parce qu'ils sont intéressés par cette idée. Et donc du coup, liste, c'est ce qui regroupe toutes ces personnes. Donc ce sont des emails que vous envoyez chaque semaine, les newsletters, ainsi que des emails automatiques, que ce soit les emails d'abandon de panier, des emails d'anniversaire. Les emails automatiques sont comportementaux, on y reviendra. Fondamentalement, vous avez 3 styles d'emails, donc on y reviendra beaucoup plus en détail un peu plus tard dans les modules, mais vous avez déjà les emails que vous envoyez au quotidien, ce sont les newsletters que vous envoyez une fois par semaine par exemple, et vous avez aussi les emails automatiques qui, vous n'avez pas besoin de faire quoi que ce soit, ils s'envoient automatiquement en fonction d'un comportement du prospect, donc d'une action qu'il a pu faire, on y reviendra aussi. L'opérationnel en email marketing, c'est donc de planifier des stratégies, d'écrire les emails, de les envoyer et analyser ensuite pour optimiser la stratégie, tout ça pour vendre. Ça n'a rien de sorcier en plus l'email marketing et c'est ça qui est génial parce que c'est très simple à comprendre. C'est qu'en fait, l'email marketing, c'est quoi? Vous avez 1000 personnes, vous envoyez un email à 1000 personnes et l'objectif, c'est de faire des ventes avec. Il n'y a pas d'immense stratégie ultra sophistiquée, trop compliquée, je sais pas quoi. Non, c'est envoyer des emails. C'est écrire. Là où vous allez vraiment faire une différence avec l'email marketing, c'est écrire de bons emails qui convertissent bien et qui attirent vraiment l'attention. Et vous allez voir, on va parler des chiffres ensuite, c'est d'améliorer les chiffres de votre liste email pour pouvoir justement avoir une liste très optimisée qui fait beaucoup de ventes. L'email marketing, ça a beaucoup d'avantages. C'est gratuit, c'est des ventes presque quotidiennes parce qu'avec les séquences automatiques qui sont comportementales et les newsletters, vous pouvez faire des ventes presque un peu tous les jours. Et il n'y a aucune dépendance en algorithme. Parce que quand vous envoyez à 1000 personnes, les 1000 personnes reçoivent l'email. Il n'y a pas un algorithme qui fait « Ok, on va l'envoyer peut-être à 3 personnes, voir si ça ouvre pour envoyer au reste. » Non, ça envoie aux 1000 personnes directement. Il y a une petite nuance qui est sur la réputation et le taux de spam, dont on reparlera bien en détail parce que c'est ça qui vraiment différencie, c'est ce qu'on appelle la délivrabilité des emails. On en reparlera bien plus en détail, en profondeur un peu plus tard. Ok, maintenant on va parler des chiffres importants pour l'email marketing parce que mine de rien, vous faites de l'email marketing et il y a bien quelque chose à prendre en compte, c'est les chiffres qui vous permettent de savoir si vous faites du bon travail ou si vous ne faites pas du bon travail avec vos emails. Et c'est pour ça qu'on va vraiment se concentrer d'abord sur les chiffres pour comprendre un petit peu comment déterminer si l'email marketing est bien fait ou s'il est mal fait. Alors 5 chiffres qui permettent de déterminer si vous faites des bons emails ou non. Vous allez envoyer beaucoup d'emails. Il est donc important de savoir lesquels marchent le mieux et ceux qui fonctionnent le moins bien. Cela vous permettra de comprendre les réactions de vos prospects, mieux anticiper celles-ci et aussi prédire plus ou moins précisément les ventes possibles. Par exemple, vous êtes dans la niche de la musculation et que vous arrivez à déterminer que les emails qui fonctionnent le mieux sont ceux où vous montrez les transformations physiques de vos clients. Vous allez pouvoir ainsi créer plus de mails de ce style.
Ça vous permet vraiment d'analyser quels sont les emails qui marchent le mieux, les emails qui réagissent vraiment très bien avec vos prospects et avec vos clients. Et ça permet aussi d'analyser, et par exemple aussi, si vous analysez bien vos emails, un email que vous avez envoyé il y a 6 mois qui a très bien fonctionné, vous pouvez peut-être le réutiliser aujourd'hui, le modifier un petit peu pour vraiment réutiliser et aussi recycler un petit peu ce que vous faites sans perdre trop de temps dessus. C'est pour ça que vraiment analyser les chiffres, c'est important. Il y a pas, en plus, l'email marketing, c'est trop bien aussi pour ça. Ouais, faut que j'arrête de saucer l'email marketing, mais bon, au bout d'un moment, c'est un truc tellement surcoté, donc il faut vraiment que je le survende parce que sinon personne l'utilise. Mais ce que je veux dire, c'est que un autre truc qui est trop bien avec l'email marketing, c'est qu'il n'y a que 5 chiffres à développer, il n'y a que 5 chiffres à analyser. Vous n'avez pas grand chose à faire, et ça, c'est quand même bien. Ça, c'est quand même bien, surtout par rapport aux publicités où il y a les CPM, où il y a les taux de clic, où il y a les taux de conversion, où il y a aussi le taux d'impression, etc. Il y a énormément de choses à analyser. Enfin, dans les emails, vous n'avez pas non plus beaucoup de choses. Vous pouvez vraiment vous concentrer sur quelques chiffres. Vous n'avez pas besoin non plus de regarder ces 5 chiffres en particulier, mais au moins 2 ou 3 dont on va revenir. Et vous avez vraiment une idée de si vous faites de bons emails ou non. Alors, le premier chiffre, c'est le taux d'ouverture. Voici comment on calcule le taux d'ouverture en pourcentage. C'est le nombre d'ouvertures de l'email sur le nombre d'emails délivrés multiplié par 100. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire le taux d'ouverture, c'est le pourcentage de contacts qui ont ouvert votre email. Par exemple, si vous envoyez un email à 100 contacts et qu'il est ouvert par 50 d'entre eux, votre taux d'ouverture est de 50%. Autre exemple, vous envoyez votre email à 1000 personnes par exemple et vous avez 300 personnes qui ont ouvert l'email, votre taux d'ouverture est de 30%. Par rapport à ce calcul, vous n'avez pas forcément besoin de faire ce calcul. Ce calcul est généralement fait automatiquement dans les autres logiciels, donc les email software, email provider, autorépondeur, bref, dans les logiciels que vous allez utiliser pour envoyer vos emails, c'est fait automatiquement. C'est bien de comprendre comment il est construit, ce taux d'ouverture. En plus, voilà, c'est pas un calcul très compliqué à comprendre. Rappelez-vous quel est le calcul pour le taux d'ouverture. Vous n'aurez pas besoin de le faire, mais vous devez savoir à quoi il ressemble. Cela permet aussi d'analyser la qualité de l'engagement de votre liste email. Si peu de personnes ouvrent vos emails, cela veut aussi dire qu'ils sont très peu engagés vis-à-vis de vous et aussi peu qualifiés pour votre niche. Le taux d'ouverture permet d'analyser du coup le taux de clic en général et donc c'est très bien pour savoir si vous avez une liste qui est plutôt engagée ou pas du tout. Je me rappelle qu'un jour sur un de mes clients j'avais 10% de taux d'ouverture, ce qui n'était pas du tout, ce qui était très 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 faible, et au fur et à mesure, donc à ce moment-là on avait 10% de taux d'ouverture quand on envoyait un email par un email toutes les 3 semaines, par exemple 2-3 emails par semaine, enfin toutes les 3 semaines en mode les emails promotionnels, c'est tout, donc comme je vous ai dit. Donc on est passé de 10% de taux d'ouverture à ce moment-là pour une liste de 45 000 personnes à aujourd'hui, on a une liste de 80 000 personnes avec 40% de taux d'ouverture. On a fait x4 sur le taux d'ouverture, on a doublé le nombre de personnes dans la liste parce que on a vraiment fait des emails quotidiens. Enfin, quotidien, au moins hebdomadaire, pas forcément tous les jours, mais au moins hebdomadaire. C'est pour ça que développer votre liste email et faire en sorte d'envoyer de bons emails et régulièrement, ça va vous permettre d'augmenter vos taux d'ouverture. Cependant, depuis une mise à jour d'Apple, les taux d'ouverture sont moins précis mais restent pertinents. En gros, depuis 2021, Apple a implémenté une nouvelle mesure pour la protection des données de ses utilisateurs, Mail Privacy Protection, qu'on raccourcira en MPP. Pour faire très simple, tous les utilisateurs d'iPhone, iPad et Mac qui utilisent l'application Mail d'Apple pour leur boîte email peuvent maintenant cocher une option qui permet à Apple de précharger les emails, et ce qu'importe si l'utilisateur ouvre ou non l'email. Alors que toutes les autres applications de gestion de mail, l'email est préchargé dès que l'utilisateur ouvre l'email en question. Et donc en gros, comment est traqué le taux d'ouverture d'un email? Simplement via un pixel de tracking qui nous envoie l'information de si l'utilisateur a préchargé l'email. Donc maintenant, tous les emails envoyés sur l'application mail d'Apple sont automatiquement considérés comme ouverts, même si l'utilisateur ne l'a ni ouvert ni lu. Voici une stat du coup qui montre comment cette mesure a impacté le taux d'ouverture généraux. Donc vous voyez, le MPP, ce qu'il a fait, c'est que ils ont envoyé et du coup les taux d'ouverture ont presque doublé, ce qui est quand même énorme. C'est vrai qu'en général c'est dommage parce qu'avant les taux de moyens étaient environ 20% et tout, maintenant Apple ils ont un peu cassé ça, mais ça ne veut pas dire forcément que le taux d'ouverture est totalement à jeter. Ça veut surtout dire que le taux d'ouverture, il faut faire un peu moins gaffe, c'est quand même une métrique qui peut être importante parce que même s'il y a tous les emails qui sont préchargés par Apple, il n'y a pas tout le monde qui utilise l'application mail d'Apple et en plus de ça, en fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'entre aujourd'hui, par exemple, vous envoyez un email dans 30 jours, il y aura quand même le MPP qui a été lancé. Donc, si ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes à 20% de taux d'ouverture avec le MPP et que dans 30 jours, vous êtes à 30% de taux d'ouverture avec le MPP, ça veut quand même dire que vous avez eu des résultats avec vos taux d'ouverture. Donc, voilà, donc c'est quand même une bonne stat à analyser et que c'est pas quelque chose à totalement jeter. C'est juste que c'est beaucoup moins précis qu'avant.
Mais ça vous permet quand même de comprendre si vous faites de bons emails et s'ils sont bien ouverts. Le deuxième chiffre, c'est le taux de clic. Le taux de clic, c'est le nombre de clics sur un lien dans un email divisé par le nombre d'emails envoyés sur 100 fois 100. Le taux de clic, c'est le pourcentage de contacts qui ont cliqué sur le lien présent dans votre email. Par exemple, si vous envoyez un email à 100 contacts et que 10 d'entre eux cliquent sur un lien contenu dans l'email, votre taux de clic est de 10%. Et est-ce que votre offre est pertinente vis-à-vis des personnes à qui vous l'avez envoyée? Cela permet de savoir si les promesses de votre offre sont intéressantes et donne envie d'en savoir plus. Cela permet aussi d'analyser le copywriting et l'efficacité de vos CTA. Vous pouvez donc mieux comprendre si votre email donne envie d'aller plus loin, si les CTA sont utiles, etc. Là aussi, donc, le taux de clic permet de comprendre si votre email il est compréhensible, s'il a été lu et si justement les personnes vont aller plus loin grâce à l'email. C'est donc un autre chiffre qui est important à prendre en compte. Par exemple, si vous envoyez un email à 10 000 personnes et qu'il y a 100 personnes qui cliquent sur le lien, ça veut dire que vous allez générer 100 pages sur un site. Et si sur cette page de vente, par exemple, qui a généré 100 visites, il y a un taux de conversion sur cette page de 5%, ça veut dire que pour 100 visites, il y a 5 ventes, concrètement, vous pourrez attendre, si vous envoyez à 10 000 personnes et qu'il n'y a que 100 personnes qui cliquent sur le lien, vous pourrez attendre peut-être avoir 5 ventes grâce à ça. Bien sûr, c'est très théorique, mais ça vous permet d'imaginer un petit peu ce que vous pouvez attendre. Le troisième chiffre, c'est le taux de spam. Le taux de spam, c'est le nombre de plaintes pour spam divisé par le nombre d'emails envoyés fois 100. Le taux de spam permet d'analyser le pourcentage de personnes qui vous ont signalé comme spam. C'est la déclaration comme courrier indésirable. Par exemple, si vous envoyez un email à 100 contacts et que 5 d'entre eux le signalent comme un spam, votre taux de spam est de 5%. Le taux de spam permet d'analyser la délivrabilité de nos mails afin d'être sûr que la majorité de notre liste reçoit bien les messages. Et le taux de spam, en fait, il est beaucoup lié au taux de désinscription. Le taux de désinscription, c'est le nombre de clics sur le lien de désinscription divisé par le nombre d'emails délivrés fois 100. Et c'est le pourcentage de destinataires qui se sont désinscrits de la campagne ou de la liste d'emailing via le lien de désinscription. Suivi du cinquième chiffre, le taux de rebond. Taux de rebond, c'est le nombre d'envois échoués divisé par le nombre d'emails envoyés fois 100. C'est le pourcentage d'échecs d'envoi en fonction du nombre total de destinataires. Ce taux prend en compte les hard bounce, dus à une adresse email inexistante ou bloquée, et les soft bounce, liés à une adresse email temporairement indisponible. Les emails reçus en tant que spam sont également inclus dans le taux de rebond. Alors pour bien comprendre ces chiffres, déjà le taux de désinscription, c'est logique. C'est en bas d'email, vous avez un lien, cliquez ici pour se désinscrire. Donc vous pouvez vous désinscrire via cet email. Voilà, ça c'est le taux de désinscription et ça permet de savoir si vos emails sont chiants, enfin s'ils énervent votre audience ou pas. On le voit beaucoup que dans les emails de vente, il y a beaucoup plus de désinscriptions que dans un email, on va dire, de contenu. Même si il ne faut pas non plus prendre une peur bleue des désinscriptions, c'est normal qu'il y en ait, il y en aura toujours dans les emails, dans n'importe quel email. Même si vous envoyez un email pour tenir un cours informé sur les clients, ils se désinscriront de cet email en question. C'est un peu méchant, mais bon, c'est normal, il y a tout le temps des personnes qui vont se désinscrire des emails que vous allez envoyer. Aussi, par rapport aux emails, donc le taux de spam, pas grave. Le taux de spam, en fait, le taux de spam et le taux de rebond vous permettent de savoir si vous avez une bonne liste ou non. Si vous êtes tout le temps considéré comme un spam, il faut peut-être faire un petit peu gaffe par rapport à ça. On verra bien sûr un peu plus tard les pratiques à faire pour éviter d'être tout le temps considéré comme un spam, comme un spammer donc. Mais retenez une chose, c'est que si vous écrivez de bons emails, comme on va apprendre ici, vous ne serez pas considéré comme un spammer. Voilà, il y en aura toujours qui vous diront signaler comme spam, mais c'est toujours une très petite minorité. Et aussi, le taux de rebond. Alors, le taux de rebond, c'est un peu plus compliqué à comprendre cette notion. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à faire un petit peu gaffe. C'est un des chiffres à comprendre pour mieux faire l'email marketing. Mais en fait, le taux de rebond, il insinue surtout que dans votre liste, au fur et à mesure, votre liste, il va y avoir des personnes qui vont être un peu inutiles dedans. C'est-à-dire que c'est des personnes, par exemple, qui ont plus de place sur leur boîte email parce que ils ont plus assez de gigas de stockage. Donc ça veut dire qu'ils ne pourront pas recevoir votre email. Donc ils vont être, vu que c'est un rebond, ça veut dire qu'ils vont envoyer l'email à la personne, mais la personne ne va pas le recevoir. Donc hop, vous allez le revoir. Et du coup, ça va faire c'est un peu le mode aucun contenu. Vous allez le voir des fois, vous allez voir que dans la boîte mail avec laquelle vous avez envoyé votre email, vous allez revoir votre email venir vers vous. Vous ne comprenez pas pourquoi. En fait, c'est normal. C'est le taux de rebond. La personne n'a pas pu recevoir l'email, donc il revient vers vous. Concrètement, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça par rapport au rebond. Ce qu'il faut surtout se dire, c'est qu'il faut avoir le moins haut taux de rebond possible. Et même par rapport à ces chiffres, donc surtout aux chiffres de désinscription, de spam et de rebond, nous verrons des stratégies bien développées pour nettoyer la liste et faire la réputation beaucoup plus tard dans les modules. Mais voilà, c'est important de savoir que ces chiffres existent et que ces chiffres permettent de savoir si vous avez une bonne liste ou non. Le taux de spam, de désinscription et de rebond sont importants à analyser pour la réputation de votre domaine d'email.
Et donc, c'est quoi un domaine d'email? Par exemple, ici, je vous ai mis une photo de moi. J'envoie un email. Qu'est-ce qu'il y a? On voit mon nom d'expéditeur, donc l'USK. Et ensuite, on voit l'email avec lequel j'ai envoyé l'email à tout le monde. Donc là, on voit que c'est un domaine d'email. C'est pas un domaine Gmail, c'est un domaine privé. D'ailleurs, ça me permet de caler la chose qu'il ne faut jamais envoyer des emails à énormément de personnes comme on fait ici en email marketing avec une adresse Gmail. Il faut toujours le faire avec un nom de domaine privé. Donc créer un nom de domaine à vous, normalement avec le site internet, on peut créer un nom de domaine et envoyer les emails avec ce nom de domaine en question. Que ce soit un contact @nomdedomaine.com, ce genre de choses, mais jamais avec une adresse Gmail, Hotmail ou Yahoo. C'est toujours avec un nom de domaine professionnel si on veut qu'on envoie un email, parce qu'en fait, sinon vous allez limite automatiquement qualifié comme un spammer, etc. Et vous allez être redirigé vers les taux de spam, enfin vers le dossier des spams, et c'est pas ce que vous voulez. Et donc en fait, vous, ce que vous voulez, c'est avoir un bon nom de domaine que vous pouvez ensuite chauffer la réputation. On verra bien sûr toute cette question de réputation, comment la chauffer, etc. Parce que c'est peut être des notions un petit peu vagues. Il y aura tout un module dédié à comment chauffer, faire la réputation et tout. Concrètement, la réputation, c'est un petit peu comment votre nom de domaine il est considéré par rapport aux boîtes Gmail, etc. En mode, est-ce qu'ils acceptent votre nom de domaine ou non? Et si en fait vous avez trop de taux de spam par rapport à votre nom de domaine, les boîtes Gmail et tout vont avoir un peu moins confiance en vous et vont directement vous caler dans le dossier spam. C'est pour ça qu'il faut améliorer la réputation de sa liste pour pouvoir être moins qualifié de dossier spam et toujours arriver dans l'onglet au moins promotion, si ce n'est principal, pour être sûr d'avoir les plus hauts taux d'ouverture, taux de clic, etc. C'est pour ça aussi que nettoyer la liste est important. Ça veut dire supprimer régulièrement ceux qui n'ouvrent jamais vos emails. Et est-ce qu'il existe des moyennes de taux d'ouverture de clics pour se donner une idée? Alors non, vous ne pouvez pas baser les résultats de vos emails sur des moyennes génériques que vous trouvez sur Internet. Vous allez trouver sur Internet des dizaines d'articles qui vont vous donner par exemple la moyenne parfaite pour un taux d'ouverture, c'est 25%. Sauf que il y a tellement de facteurs à prendre en compte pour confirmer cette moyenne. Si vous envoyez à 1000 personnes, vous aurez plus de chances d'avoir un taux d'ouverture élevé que si vous envoyez le même email à 100 000 personnes. Comparez vos taux d'email envoyés précédemment avec ce même business et pas avec ce que vous trouvez sur Internet. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que vous allez avoir des moyennes sur Internet. Vous pouvez par exemple trouver la moyenne de 3% de taux de clic, de 30% de taux d'ouverture pour un business donné ou pour une niche donnée, par exemple la beauté, les vêtements, etc. Faut prendre ces moyennes que vous trouvez sur Internet avec des pincettes. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte par rapport à ces moyennes. Déjà, il y a par rapport aussi à la taille de votre liste, comme j'ai dit. Il y a aussi votre liste en général, parce que ça se trouve, vous n'avez pas les mêmes prospects qui sont disponibles, on va dire, dans ces moyennes, etc. Il y a énormément de choses à prendre en compte. C'est pour ça que vous, si vous voulez analyser vos taux de clic, vos taux d'ouverture, etc., les comparer en pourcentage, comparez-les avec ce que vous avez déjà fait jusque-là, et pas avec ce que vous pouvez trouver sur Internet. Maintenant, on va parler de quelques termes qui sont intéressants à connaître parce que vous allez les voir souvent avec les emails. On a vu les chiffres, maintenant c'est les termes. Dans votre liste email, vous n'avez pas simplement des lecteurs, mais des prospects et des clients. Des clients qui sont arrivés dans votre liste car ils ont déjà eu un premier contact avec le business. Que ce soit un achat, une inscription à un newsletter, publicité, réseaux sociaux. Ils vous connaissent, savent le problème que résout votre business et ils vont donner leur adresse email pour les contacter. Ils sont par conséquent qualifiés. Un prospect qualifié avec un moyen de contact, une adresse email ici, c'est égal à un lead. Et vous, votre liste email, du coup, est remplie de leads. Le lead magnet, comme nous l'avons dit, un lead est un prospect qualifié avec qui vous avez un moyen de communiquer de manière directe. Cela pose donc la question d'obtenir ce moyen de contact de communication. C'est ici qu'intervient le lead magnet. Littéralement, aimant un prospect, considérez votre lead magnet comme le point d'entrée pour votre business. Le lead magnet est une monnaie d'échange pour construire votre liste email. Ça peut prendre n'importe quoi comme forme, un e-book, un code promo, un appel de découverte, une vidéo, etc. Vous verrez beaucoup plus en détail cette notion de lead magnet, comment construire pour des emails en fonction comment construire pour des business en fonction du business. Donc j'y reviens pas trop dessus, il faut juste comprendre que le lead magnet, c'est quelque chose que vous donnez en échange de l'adresse email pour que ce soit plus facile et qu'il y ait plus de personnes qui se convertissent dans votre adresse email. Et pour qu'il y ait plus de personnes qui se convertissent dans votre pop-up ou dans votre formulaire de capture. CTA. Si une liste email garnie de leads est une mine d'or, le CTA est l'un des éléments de la pioche qui permet de l'exploiter. Le CTA est très souvent un bouton ou un lien dans votre mail sur lequel vous souhaitez que votre lead clique. Par exemple ici, clique ici pour accéder à ton espace membre. Séquence ou campagne, automation, flow, vous allez voir beaucoup de noms.
Pour dire la même chose, une séquence email est une série d'emails rentrant en cohérence pour atteindre un but précis. Cela peut être de vendre un produit, de renforcer la fidélité de votre lead ou réengager d'anciens leads. Ce qu'il faut savoir, c'est que 8 interactions en moyenne sont nécessaires avant qu'un prospect achète. Elles vont vous permettre d'établir une relation de confiance avec votre lead et donc de lui donner un état d'esprit plus propice à l'achat. Par exemple, ici, je vous ai donné du coup une idée de séquence de bienvenue. Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est une fois que la personne s'inscrit à la liste, qu'est-ce qu'on lui envoie ? On lui envoie par exemple dans le jour 0, donc dès son inscription, on lui envoie un email de confirmation d'inscription à la liste en mode merci, tu t'es bien inscrit à la liste. Tu peux, par exemple, si vous vous livrez un lead magnet, un e-book par exemple, vous pouvez dire dans cet email, tu as demandé l'e-book, clique ici pour télécharger l'e-book en question. Le jour 2, vous pouvez par exemple lui parler un petit peu du problème que vous résolvez. Pareil sur le jour 3, donc là j'ai parlé de techniques copywriting que vous pouvez voir dans le module copywriting, recontextualisation, mécanisation, donc vous pouvez développer une idée par email. Ensuite, parler de votre solution que vous proposez, preuve sociale, donc que ce soit des témoignages, des études qui montrent que vous avez raison et que ça marche surtout. Ensuite, vous pouvez mettre un petit email qui suis-je, donc pour vous présenter, qu'est-ce que vous faites, et un email dernier le jour 7, donc 7 jours plus tard. Ici c'est le jour 6 parce qu'on a commencé au jour 0. Un email de sondage pour améliorer votre copywriting, donc pour savoir quels sont ses problèmes, etc. pour pouvoir après l'utiliser dans votre copywriting. Vous avez aussi la délivrabilité. La délivrabilité fait référence à la capacité d'un email à atteindre la boîte de réception du destinataire. C'est un aspect important de l'email marketing car si vos emails sont bloqués par des filtres anti-spam ou rejetés par les fournisseurs, que ce soit Gmail ou Outlook, ils ne seront jamais lus par vos abonnés. On en a bien parlé. D'autres termes à connaître aussi, c'est par exemple déjà le formulaire. Donc quand on dit forme ou formulaire de capture, qu'est-ce que c'est ? C'est juste le petit nom et prénom, c'est juste le petit prénom et adresse email et s'inscrire à la liste que vous voyez beaucoup sur beaucoup de sites et qui vous permettent justement d'ajouter une personne à la liste email. Donc formulaire de capture, c'est quelque chose que vous allez beaucoup voir. L'argent est dans la relation. S'il fallait bien retenir une chose pour utiliser à son plein potentiel sa liste email, c'est le principe de relation. Si vous développez une relation avec vos leads, vous allez pouvoir vous démarquer bien plus facilement de vos concurrents. Créer une relation avec vos prospects, c'est aussi faciliter la conversion. Vous avez encore moins besoin d'avoir un très bon copywriting, des stratégies de vente encore plus casse-tête. Améliorer la relation avec votre liste, c'est la méthode la plus facile et saine pour augmenter vos conversions et par-delà vos ventes. Ok, parlons maintenant du trafic des listes email parce qu'on va refaire une petite piqûre de rappel sur les trafics pour comprendre un petit peu comment ça fonctionne et comment ça s'embrique. Donc, vous avez déjà la chaleur du trafic. Vous avez le trafic froid, c'est unaware, problem aware, solution aware. Il s'agit de personnes qui ne connaissent pas encore votre entreprise ou votre produit et qui n'ont pas encore manifesté d'intérêt pour ce que vous proposez. Vous avez ensuite le trafic tiède, c'est solution aware, product aware. Il s'agit de personnes qui ont déjà entendu parler de votre entreprise ou de votre produit. Ils ont peut-être visité votre site web, qui se sont abonnés à votre liste email, etc. Elles ont donc un certain niveau d'intérêt, mais n'ont pas encore pris de décision d'achat. Et vous avez le trafic chaud, product aware, most aware. Il s'agit de personnes qui sont prêtes à acheter ou à prendre une décision d'engagement. Elles ont manifesté un intérêt clair pour votre produit ou service, ont peut-être ajouté des articles à leur panier d'achat, rempli un formulaire de contact, etc. Et ces 3 formes de chaleur de trafic, c'est intéressant à le savoir pour comprendre un petit peu justement où est-ce que peuvent s'embriquer vos prospects. Vous pouvez aussi avoir un bloc de prospects qui est en trafic froid, qui ne vous connaît pas forcément encore, un bloc de prospects de trafic tiède qui est dans votre liste email donc que vous connaissez, et le trafic chaud qui est vraiment là et ils sont prêts à acheter, etc. Mais cette notion de chaleur de trafic, ça permet aussi de diviser autrement le trafic. C'est la deuxième façon de classifier le trafic. Vous avez déjà le trafic organique, c'est celui qu'on ne contrôle pas. Vous ne payez pas pour ça, il vient naturellement grâce à vos réseaux sociaux, que ce soit contenu YouTube, Instagram, TikTok, LinkedIn et site internet. Ce sont toutes les personnes qui arrivent par hasard sur votre site, à qui on a recommandé votre site internet. Elles arrivent grâce au référencement de vos pages sur Google et Bing. On n'a aucun contrôle direct sur les personnes qui viennent, mais on peut mettre en place des stratégies pour la favoriser. Par exemple, des stratégies de référencement SEO sur Google. C'est une source de trafic long terme qui ne coûte presque rien, mais qui est longue à mettre en place. Le trafic payant, c'est celui qu'on contrôle. Vous payez une régie publicitaire pour être placé devant votre audience cible. Exemple pour chacune des régies, Facebook, Instagram, YouTube, Google. Le trafic qu'on contrôle, on ne le possède pas. Il appartient aux plateformes qu'on utilise, mais pas à nous. On l'achète à des régies publicitaires comme Facebook, Google ou Taboola. On a un flux immédiat de personnes intéressées grâce à ça. Les personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux sont à mi-chemin entre contrôlées et pas contrôlées.
Avec des algorithmes changeants, c'est difficile de savoir si on touche tout le monde sur Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, du moins si on touche tous nos abonnés à chaque fois. Et le troisième, celui qui nous intéresse ici, c'est celui qu'on possède. Il a beaucoup de valeur. On n'a ni besoin de payer ni d'attendre pour communiquer sur ce trafic. Le trafic que l'on possède, c'est d'abord une liste d'emails de contacts avec qui on peut envoyer des emails, des SMS, etc. Et avec la liste email, vous ne dépendez d'aucun algorithme pour communiquer avec, si ce n'est qu'une seule chose, votre réputation. La réputation en termes d'emailing, elle caractérise si vous êtes un expéditeur considéré comme un spam ou un bon expéditeur. Les boîtes email trient justement les expéditeurs en fonction de leur réputation, que ce soit boîte principale, promotion et spam. Et vous, ce que vous voulez, c'est monter sur cette chaîne. Vous ne voulez pas tomber dans les spams. L'onglet promotion, c'est l'onglet où il y a toutes les newsletters des personnes qui vendent des produits. Vous, en fait, de base, vous allez atterrir là-dedans, mais vous ne voulez pas forcément atterrir là-dedans. Vous, ce que vous voulez, c'est atterrir dans la boîte principale pour arriver avec tout le monde. Pour influer sur cette réputation, ce n'est pas une histoire d'algorithme changeant, mais c'est le contenu de vos emails et la réponse de vos destinataires qui y influent. Si vous envoyez des emails avec beaucoup d'images, de couleurs, de graphismes, vous allez être considéré comme une marque qui fait de la promotion. Vous allez donc basculer dans l'onglet promotion. Si vous envoyez des emails sans rien, simplement du texte et un lien, vous allez être plus facilement considéré comme un expéditeur principal. Et si vos emails sont très souvent considérés comme étant des spams par vos destinataires, comme on a vu plus tôt, vous avez de plus en plus de chances de tomber dans l'onglet spam. C'est pourquoi la relation avec vos prospects est très importante pour améliorer la réputation. Si vos emails sont beaucoup ouverts, que vous avez beaucoup de trafic et que vous êtes très peu signalé en tant que spam, vous allez pouvoir ensuite avoir plus de chances d'apparaître dans l'onglet principal, de meilleurs taux d'ouverture, de clics et ainsi de suite. Et ainsi avoir de meilleurs taux d'ouverture, de meilleurs taux de clics, de meilleures conversions, de meilleures ventes, etc. C'est pour ça que vous voulez améliorer la réputation et avoir une bonne relation avec vos prospects. Parlons maintenant de 3 habitudes que je veux que vous implémentez dès maintenant pour faire du bon email marketing. Déjà, vous devez être organisé. Que ce soit planifier les séquences, automatiser des processus, trier son écosystème, trier sa liste, être dans les règles, être clean dans ces systèmes, vous devez être organisé. Vous devez tout faire les choses bien et vous devez vraiment pouvoir montrer quelque chose d'organisé. Si quelqu'un vient dans votre business pour le juger et tout, si vous avez par exemple quelqu'un qui vient évaluer l'organisation de votre business, vous devez lui dire et lui montrer ici c'est organisé comme ça, ici il y a ça, ici il y a ça, etc. et sans que ce soit le bordel. Vous devez aussi être curieux, regarder chez les concurrents, les autres business, s'inspirer, prendre ce qui nous semble bien chez les autres et s'instruire. C'est aussi une bonne compétence à développer, c'est être curieux pour voir ce qui se passe sur le marché, pour pouvoir répondre en fonction. Que ce soit si les emails sont bien, pouvoir vous inspirer pour faire de bons emails. Si vous voyez qu'il y a une tendance qui sont en train de faire qui commence peut-être à être un petit peu à éviter, vous devez savoir pour l'éviter. Et vous devez aussi être investi. Que ce soit sur le copywriting, donc l'écriture, que ce soit la création des séquences en elles-mêmes, que ce soit développer des modèles, que ce soit la mise en place des tiers de précision dont on parlera un peu plus tard, vous devez être investi dans votre liste email pour pouvoir l'utiliser à son maximum. Et comme dit Tugan Barra, un autre marketeur français, l'argent n'est pas dans la liste, l'argent est dans la relation. 8 interactions en moyenne avant qu'un prospect achète, c'est 6 fois plus facile de vendre à un client qui a déjà acheté qu'à un lead tout frais. Et en plus, 20% des clients sont prêts à acheter 3 fois plus cher. N'oubliez pas ça, l'argent n'est pas dans la liste, l'argent est dans la relation. Construisez une bonne relation et ne cherchez pas à tout prix à vendre, mais cherchez à construire une bonne relation et aider votre prospect et vous pourrez faire des ventes. Je vous prends l'exemple de Bonne Gueule. À chaque email qu'on reçoit de cette entreprise de plus de 50 employés, on reçoit l'email de Benoît, qui est un des fondateurs de l'entreprise. Ça se trouve, ils n'écrivent même plus les emails en question. Ça se trouve, c'est Benoît n'écrit même plus les emails. Mais on a une personne qui nous envoie un message, et en l'occurrence ici, le fondateur. Personne ne veut recevoir de message d'une grande société. On veut parler à des humains. C'est pour ça qu'on éprouve plus facilement de l'empathie pour des entreprises où on sait qu'on parle à un humain que celles qui restent corporate en laissant tout simplement leur nom d'entreprise. C'est aussi pour ça que pour développer la relation en tant que copain, vous pouvez parler de vous, de vos histoires, anecdotes, ajouter des photos de votre quotidien, celui de votre entreprise, poser des questions directes sur vos prospects afin de vous rapprocher d'eux. Être copain avec vos prospects, c'est bien, mais il ne faut pas perdre autre chose de vue. Pourquoi vos leads se sont-ils inscrits à votre liste email ? Ils se sont inscrits pour avoir votre expertise, que ce soit sous forme de newsletter, diagnostic, lead magnet, produit. Ils ne sont pas venus chercher un ami, mais quelqu'un qui va les aider à résoudre leurs problèmes. C'est pourquoi vous devez être confiant envers vos capacités et délivrer de l'expertise. Confiant ne signifie pas arrogant. Arrogant, c'est quand vous dites « je suis le meilleur, personne ne peut me battre ». Alors que confiant, vous êtes convaincu que votre solution peut résoudre leurs problèmes. Vous connaissez parfaitement votre cible,
Vous savez expliquer viscéralement leurs problèmes, la source de leurs problèmes. Vous avez confiance dans la solution que vous exprimez et vous leur montrez. Il y a aussi autre chose qui peut détruire la confiance envers vos prospects, c'est l'excès de marketing agressif. Si vous faites des promotions toutes les semaines, des emails qui appuient sur la rareté, l'urgence, vos prospects vont avoir peur de commander chez vous. Et s'il fait une promotion encore plus élevée ensuite, ils n'auront jamais envie de commander et vous allez tuer la relation. Donc ça nous amène à la règle des 3 C pour développer la relation avec sa liste. Un contact fréquent, au moins une fois par semaine. Si une entreprise vous contacte 3 mois après vous être inscrit, vous allez totalement oublier qui c'est. Copains, vous parlez de vous, vous posez des questions sur eux, vous parlez de storytelling, que vous racontez des histoires, vous partagez des photos, des anecdotes personnelles dans vos emails, etc. Et confiance, vous êtes confiant envers vos capacités, donc pas d'arrogant. Autorité, vous connaissez parfaitement votre cible et vous avez expliqué viscéralement leurs problèmes. Vous n'arnaquez pas et vous évitez de faire trop de promotions. Passez à l'action. L'une des premières choses à faire, c'est d'analyser les résultats des précédents emails du business. Vous devez prendre donc les 10-20 derniers emails, envoyer et créer une moyenne pour les taux d'ouverture, de clics, de désinscription, de spam, etc. Et le prochain objectif, c'est de faire mieux que les mois précédents. Je vous invite maintenant à faire ce petit exercice d'imaginer un petit peu, si vous avez des emails à disposition, de regarder les taux d'ouverture, etc. pour voir où vous en êtes aujourd'hui, pour savoir à peu près où est-ce que vous pourrez aller ensuite. Ok, on va parler maintenant de l'anatomie des emails. On va un petit peu décrypter comment ressemble un email, à quoi ça ressemble, comment le décomposer pour pouvoir mieux comprendre comment écrire de bons emails. Alors déjà, première notion à prendre en compte, c'est garder les choses simples, c'est égal vendre facilement. C'est comprendre bien simplement comment fonctionnent les emails, comment c'est organisé, comment ça fonctionne, pour pouvoir mieux en faire. Les 2 types d'emails que les gens reçoivent. Les 2 types d'emails que reçoivent les gens. Vous avez déjà les emails personnels et les publicités déguisées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une boîte email est composée de 2 styles d'emails. Vous avez les emails qui sont envoyés par, l'agence immobilière qui va envoyer la quittance de loyer, qui va envoyer le bail, etc. Les emails aussi envoyés, par exemple un PDF, etc. Et vous avez les 2e styles d'emails qui sont les emails promotionnels que reçoivent les gens de la part des marques. Et vous devez comprendre ça pour, en fait, vous voulez vous rapprocher plus des emails personnels que des emails qui sont des publicités déguisées techniquement, des publicités pour envoyer des promos et tout. Vous voulez plus vous rapprocher donc de ces emails personnels parce qu'ils sont beaucoup plus ouverts et si vous envoyez un lien dedans, il sera beaucoup plus facilement cliquable, beaucoup plus facilement cliqué. Solde à moins 50% avec une photo de ce qu'ils veulent que j'achète, au bout d'un moment, vous oubliez ce genre d'email. C'est le genre d'email que vous pouvez recevoir avec des personnes avec des emails où vous voyez un produit que vous n'avez même pas besoin, c'est marqué solde à moins 50% pour vous pousser à acheter ce genre de choses. C'est pas les emails qui font plaisir à recevoir, à lire et aussi, c'est pas ceux qui marchent le mieux, loin de là. Déjà, vous avez 3 types de campagnes d'emailing et chacune de ces campagnes aura un objectif très spécifique. Je les appelle campagnes car si vous vous lancez dans une bataille ou une guerre, vous aurez toujours un objectif. Il existe 3 types de séquences que j'aime utiliser pour tous mes clients et ma propre entreprise. Vous avez donc les séquences automatiques, séquences ponctuelles ou broadcast et séquences de lancement. On va parcourir chacune de ces 3 styles de séquences pour comprendre à quoi elles ressemblent. Alors, c'est bien important de parler de broadcast. Je vais vous expliquer pourquoi ensuite, parce que c'est ce qui est utilisé dans la plupart des autorépondeurs, spoiler. Mais voilà, pour que vous compreniez bien. Et on parle de campagne. Campagne d'email marketing. Donc, quand on dit une campagne, c'est un projet d'email marketing. C'est une série d'emails que vous allez pouvoir envoyer, que vous allez programmer sur plusieurs semaines ou plusieurs jours et que vous allez lancer. Aussi, autre mention qui est importante à noter, c'est le principe de séquence. Je parle de séquence, mais on parle aussi d'automation, on parle aussi de flow. Un flow aussi, c'est intéressant parce que c'est beaucoup utilisé, par exemple, sur Klaviyo. Donc, vous allez beaucoup revoir ces nombreux termes au sein du programme et au sein de beaucoup d'autorépondeurs. Donc que ce soit séquence, automation, flow, c'est des choses qui se ressemblent et qui veulent dire à peu près la même chose. Que ce soit aussi campagne d'email. Campagne d'email, ça veut dire aussi la même chose que séquence. Comme ça, vous n'êtes pas perdu, vous savez que ça veut dire la même chose. C'est plusieurs mots différents mais qui signifient la même chose fondamentalement. Tout d'abord, une séquence automatique, c'est un élément que toute entreprise devrait avoir. Qu'est-ce que c'est une séquence automatique ? C'est par exemple, une personne s'inscrit à la liste, vous lui envoyez une séquence de bienvenue. C'est-à-dire que automatiquement, après qu'elle soit inscrite à votre liste email, vous voulez qu'elle reçoive une série d'emails, donc comme on avait vu précédemment,
où la personne elle reçoit une série de genre 5-6 emails pour lui expliquer le contexte, pour lui dire ok qui suis-je, pour lui envoyer un sondage, pour lui dire un petit peu les produits qu'elle peut acheter, etc. chez vous, histoire de vraiment commencer bien une séquence de bienvenue et commencer à bien créer une relation avec. Par exemple, un ajout au panier sans achat. Vous voulez envoyer une séquence automatique d'abandon de panier. La personne, vous lui dites, écoute, j'ai vu que tu avais ajouté ce produit à ton panier, mais que tu n'as pas acheté. Est-ce que tu veux l'acheter? Donc, je te remets le lien ici, etc. Ou visite d'une page produit sans l'avoir mis au panier. Là, séquence d'abandon de visite. J'ai vu que tu as regardé ce produit, il t'intéresse. Et si tu veux le commander, commande-le ici. Ou même séquence anniversaire, donc par exemple, c'est ton anniversaire aujourd'hui, pour fêter ça, tu as 20 € offerts sur ta prochaine commande, etc., etc. Les séquences automatiques varient beaucoup du business model, parce que une séquence anniversaire, vous allez pas forcément faire ça pour un agent immobilier ou quoi, évidemment. Mais en fait, ça permet de savoir qu'il y a plusieurs séquences automatiques et qu'en fonction du business model, vous en avez certaines à ajouter et d'autres aussi peut-être qui ne servent pas. La séquence de bienvenue, par exemple, c'est celle que toute entreprise devrait avoir. Dès que quelqu'un s'inscrit, il reçoit une séquence lui permettant de tout savoir sur l'entreprise, ce qu'elle peut lui apporter et toutes les choses intéressantes qu'elle va recevoir. Commencer par des histoires, comme l'histoire de la création de l'entreprise ou du produit. Aussi, comment c'est différent d'une autre entreprise et pourquoi les produits ici sont meilleurs. On reviendra un petit peu plus en détail aussi sur cette séquence de bienvenue, mais elle est importante à avoir. L'objectif de la séquence de bienvenue, c'est de diffuser votre message. Voici notre mission. La raison pour laquelle nous avons créé cette entreprise et pourquoi nous proposons des montres de luxe en édition limitée, fabriquées à la main en Suisse pour une fraction de prix, par exemple. Nous ne sommes pas une autre entreprise qui essaye de vous vendre quelque chose. Nous avons une mission et nous aimerions que vous vous joigniez à nous. C'est comme ça que vous voulez vous vendre dans la séquence de bienvenue. Vous avez une mission, c'est là que vous développez vraiment votre storytelling, votre branding de marque. Parce que les emails de bienvenue, c'est les emails qui sont généralement le plus ouverts parce que ils ne sont pas encore désinscrits, ils reçoivent à peine vos emails, donc c'est généralement pour peu en plus que pour l'email de bienvenue, donc le premier email qu'ils reçoivent de vous, c'est parce que vous leur avez donné un lead magnet, que ce soit un ebook et tout, ce sera généralement l'email avec le plus haut taux d'ouverture. Donc vous voulez vraiment taper fort, vous voulez vraiment faire un bon email pour ce premier contact avec votre prospect. Par exemple, avec Éblouir, donc une des marques avec lesquelles j'ai travaillé. Alors là, c'est pour comprendre comment fonctionne un email, comment décoder un email. Vous voyez, tout en haut, on a 3 erreurs skincare qu'on fait tous. Là, ici, c'est le sujet de l'email. Ensuite, vous avez le contenu de l'email, le corps de l'email. Donc bonjour, on a tous nos petites habitudes en matière de skincare et aujourd'hui on va voir ensemble 3 erreurs de skincare qu'on fait tous. La première erreur dont on va parler ne concerne pas directement l'application des soins de la peau, il s'agit de l'alimentation et de l'hydratation de la peau. Vous pouvez utiliser toutes les crèmes hydratantes au monde, si vous n'hydratez pas aussi l'intérieur, votre peau restera déshydratée. Alors si vous voulez avoir une peau lisse et rayonnante, cela passe par une bonne hydratation et au moins 2 litres d'eau par jour. Il faut aussi veiller à bien répartir ces 2 litres d'eau sur toute la journée et ne pas les boire d'un coup. Si vous arrivez à la fin de la journée et vous dites « Oula mince, j'en ai bu qu'un peu, etc. » Donc voilà, vous comprenez, ça défile comme ça pour finir ensuite. Et généralement à la fin de l'email, c'est là que vous avez le bouton d'appel à l'action. Donc par exemple, c'est ici, cliquez ici pour découvrir les produits Éblouir et trouver celui qui vous convient. À bientôt, groupe Éblouir. Et ensuite, après, vous avez le bas qui est, si vous voulez vous désinscrire, appuyez ici sur le bouton Unsubscribe pour vous désinscrire. Concrètement, c'est comme ça qu'un email est fourni et conçu. Vous avez le sujet, vous avez, bon là on ne voit pas, mais l'expéditeur, vous avez le contenu de l'email, vous avez ensuite, à la fin, généralement, il y a un call to action, ce genre de choses, même qui peut être réparti un peu tout au long de l'email. Et vous finissez, du coup, par la signature de fin. Et en dessous, vous avez ce qu'on appelle le footer, donc le bas de page techniquement, mais là c'est le bas d'email où en fait c'est des choses que vous ne modifiez pas, qui est fait automatiquement quand vous envoyez un email, où il y a le petit lien de désinscription. Le plus intéressant avec les séquences automatiques, c'est que vous pouvez convertir automatiquement des prospects en clients, surtout avec celle de bienvenue. Et vous pouvez aussi déterminer qui sont les hyper acheteurs. Ce sont les personnes qui sont prêtes à acheter immédiatement, parce que oui, avec les séquences de bienvenue, vous pouvez commencer à vendre vos produits et vous allez avoir des personnes qui ne vous connaissent pas encore, au bout de 3 jours, vont déjà acheter votre produit. Donc, vous pouvez identifier les hyper acheteurs. Ensuite, vous avez les séquences ponctuelles ou broadcast. Ce sont des emails que vous envoyez à un rythme quotidien, que ce soit tous les 3 jours, que ce soit par exemple chaque lundi, que ce soit chaque mercredi, etc. On parle aussi d'emails de newsletter. L'objectif de ces emails est d'entretenir la relation avec vos leads tout en vendant vos offres sans dire « Hey, achetez mon truc encore et encore ». Vous faites dans la subtilité avec beaucoup de démonstrations et en utilisant des histoires. J'ai commencé à travailler avec cet auteur
Il avait des difficultés avec X, je lui ai fait dire Y et voici le résultat. Si vous souhaitez obtenir les mêmes résultats, voici comment nous pouvons travailler ensemble. Cliquez ici et commencez, par exemple. Donc aussi, on appelle ça donc broadcast. Alors, il faut comprendre ce terme parce que vous allez le voir dans tous les autorépondeurs, que ce soit donc ponctuel. Donc on dit ponctuel, ça veut dire une fois. C'est pas un email automatique qui est renvoyé tout le temps. C'est par exemple, vous l'envoyez pour le lundi 16 mars, par exemple. Donc ponctuel, une fois le lundi 16 mars et il ne sera pas renvoyé ensuite, à part si vous le reprogrammez pour un autre jour, etc. Voilà, broadcast, c'est un email qui est envoyé qu'une fois. Donc aussi, on parle de newsletter. Et c'est la plupart des emails que vous écrirez tout le long. Hein. Vous écrirez au moins un email broadcast par semaine, donc un email de newsletter par semaine, pour entretenir la relation. Vous ne serez jamais à court de contenu parce que vous faites toujours des choses dans votre vie. Les gens peuvent rapidement se lasser des emails, mais ils s'intéressent à votre contenu, aux histoires que vous racontez, à toutes les choses cool que vous faites dans votre vie ou même aux événements quotidiens de votre entreprise. Alors vous pouvez faire des newsletters très efficaces et vendre beaucoup plus de produits. Cette séquence continue n'a pas une date de début et une date de fin. Vous la démarrez et vous ne vous arrêtez jamais. Ce qui est bien, c'est que la séquence peut générer des ventes pour vous. Et vous pouvez même envoyer un email par jour, ce n'est pas gênant. Tant que vous apportez de la valeur à vos leads, ça ne les gêne pas de recevoir un email de votre part chaque jour. On en reviendra sur cette notion d'un email par jour qui peut faire un peu peur, mais c'est pas gênant. Vous pouvez faire un email par jour, ça marchera très bien. En fait, on a peur de ne pas savoir trop forcément quoi dire. L'avantage de ces emails broadcast, c'est que sachant qu'on envoie un email régulièrement, on est beaucoup moins restreint sur de quoi parler. On peut parler de petites histoires, on peut parler de témoignages, on peut parler d'autres choses, on peut parler de plein de choses qui entourent votre histoire, l'histoire de l'entreprise, qui entourent un petit peu le branding de l'entreprise pour pouvoir développer la relation. Vous avez aussi les séquences de lancement. Les lancements sont aussi ponctuels, mais avec une limite de temps définie. C'est généralement pour faire la promotion d'une offre, vous disposez peut-être d'un stock limité et vous lancez un produit pour générer beaucoup d'argent, pour vous faire de gros profits en peu de temps. Alors voilà, les séquences de lancement, concrètement par exemple, c'est il y a un Black Friday, et en fait il y a un lancement Black Friday, donc il y a une série d'emails ponctuels qui vont avoir lieu sur plusieurs jours, qui vont s'enchaîner avec une connexion logique pour vendre pendant le Black Friday. C'est ce genre de choses, ou le lancement d'un produit sur 7 jours, vous allez envoyer un email par jour pendant 7 jours, ça c'est une séquence de lancement. Parlons maintenant plus en détail de l'anatomie des emails, et pour ça on va commencer par la structure. Un exemple d'email, donc vous le voyez, ici vous voyez le haut de l'email et vous voyez le bas. Donc on a quoi ? La structure, on a le sujet plus l'expéditeur qu'on pourrait aussi traduire par de qui, donc de qui vient l'email. On a ensuite le body, donc le body c'est l'accroche de l'email, ensuite c'est le contenu de celui-ci. Ensuite on a le close qui invite à aller appuyer sur le bouton pour savoir, avoir ce qui va arriver derrière le bouton, donc si vous voulez acheter, cliquez sur le bouton, etc. Et vous avez aussi un PS plus un autre call to action par exemple qui est aussi un close. Et cette structure c'est la structure de tous les emails. Donc si vous vous rappelez des cours de copywriting que vous avez vus, pour écrire le lead, vous pouvez vous inspirer de beaucoup ce que vous avez appris par rapport justement au lead, etc. Pour écrire le body, vous pouvez aussi vous inspirer de ce que vous avez vu par rapport au body et aussi par rapport au close, vous pouvez faire 2-3 phrases par rapport au close. C'est ça qui est intéressant, c'est que le body, généralement, c'est la grande idée que vous allez développer et le close, vous pouvez un petit peu le modifier à chaque fois, faire des belles transitions logiques pour donner envie de cliquer. On peut parler aussi des 3 niveaux de lecture. Vos emails seront rarement lus tout en entier, par exemple. Et c'est normal, ils seront souvent regardés en général, puis ensuite il va lire le contenu. C'est pour ça qu'il est important de mettre en valeur les grandes idées et les passages importants que vous voulez faire passer dans l'email. Par exemple, le niveau 1 de lecture, c'est comprendre la structure. Le niveau 2, c'est où est-ce qu'il veut m'emmener. Et le niveau 3, c'est tout le texte. Mettons, vous allez avoir des personnes qui vont ouvrir votre email et avant de le lire, ils vont scroller jusqu'en bas pour voir déjà la longueur de l'email. S'ils voient que l'email est peut-être un peu trop long, ils vont peut-être l'abandonner. S'ils voient que l'email est court et on va dire de longueur raisonnable, ils vont se dire qu'ils vont peut-être le lire. Donc ça, c'est comprendre la structure. Ensuite, le où est-ce qu'il veut m'emmener, généralement, vous allez avoir aussi des personnes qui vont tricher et qui vont directement aller en bas pour voir le bouton de call to action que vous allez donner. Et après, tout le texte. À ce moment-là, ils vont lire tout le texte, ils vont comprendre un petit peu tout ce que vous avez à dire, ils vont pouvoir voir les passages en gras que vous avez passés, etc. pour ensuite lire tout votre email. Il faut comprendre qu'il y a ces 3 niveaux de lecture et qu'en fait, tous vos emails ne seront pas forcément tout le temps lu du début à la fin et qu'en fait en fonction de ça du coup vous pouvez structurer votre email pour faire en sorte que même les personnes qui ne l'auront pas lu du début à la fin, qui n'auront pas tout lu mais qui auront par exemple directement cliqué sur le bouton de call to action, que ce soit avec les textes en gras, que ce soit avec la disposition, les paragraphes dont on verra comment agencer,
bah en fait, ils pourront se dire ok, bon bah c'est bon, j'ai compris, je vais cliquer, sans forcément avoir lu votre email. Maintenant, on va parler un peu plus en détail de quand on écrit un email, des structures des emails. Vous pouvez avoir des dizaines et des dizaines de modèles de structures, desquels vous pouvez vous inspirer. Ils partent tous de cette base lead body clause dont je vous parle depuis le début. Et en fait, la structure d'email, ça vous permet justement de structurer qu'est-ce que vous envoyez, qu'est-ce que vous écrivez ici, qu'est-ce que vous écrivez un peu plus bas, comment vous agencez votre email pour qu'il soit agréable à lire et qu'il ait envie de cliquer à la fin. Déjà, on va parler, de rentrer dans la structure et d'écriture d'un email, on va parler de qui envoie l'email. Est-ce que vous allez ouvrir l'email de quelqu'un que vous ne connaissez pas? C'est pour ça que celui qui l'envoie est si important. Si personne ne vous connaît, ça va être difficile de vous reconnaître dans leur liste email. L'expéditeur de l'email doit être un humain. Référence le nom de votre business dans votre nom d'expéditeur, surtout s'il apparaît plus que votre vrai nom. Par exemple, ça peut être Louis de Celeste Agency au lieu de seulement Louis. C'est ce genre de choses, le nom d'expéditeur de vos emails. Et il doit avoir un prénom. Cela donne de la confiance, c'est votre objectif principal. Rappel, relation. Regardez vos emails pour comprendre qu'est-ce qu'ils utilisent comme sujet d'email et en nom d'expéditeur. Les gens ouvrent des emails de personnes et spécialement d'amis. Cela doit donner des signaux qu'un vrai humain a écrit cet email. On doit se dire ça vient réellement d'une personne, sûrement d'une entreprise que je connais. C'est pour ça qu'on veut parler de prénom. C'est pour ça qu'on veut donner un prénom dans le nom d'expéditeur. Faites attention donc d'abord au nom d'expéditeur. Rien ne vous empêche de rattacher votre nom à celui de votre boîte dans vos emails. Par exemple, Louis de Celeste Agency au lieu de seulement Louis. Si vous savez qu'un segment de vos leads vous connaît personnellement parce que vous avez fait des séances de coaching, préférez l'utilisation de votre nom seul, qui paraît beaucoup plus personnalisé, plus proche et ce sera sûrement plus efficace. A l'inverse, pour un email de bienvenue, soyez conscient que votre lead ne vous connaît pas. Peut-être pas encore. Et dans ce cas-là, considérez que votre nom d'expéditeur pour les prochains emails permettra de vous présenter à ses yeux. Vous avez aussi le sujet de l'email. C'est la deuxième chose que voit un lecteur quand il aperçoit votre email. Il est donc super important d'écrire de bons sujets d'email. Le seul objectif d'un sujet d'email, c'est de faire ouvrir l'email. Quand vous imaginez un sujet d'email, concentrez-vous d'abord sur faire en sorte qu'il intéresse votre audience, tout en restant pertinent avec ce qu'il dit dans le contenu de l'email. Donc, comment faire un bon sujet? Créer de la curiosité et de l'intérêt chez vos prospects. Poser une question, poser un fait, annoncer un problème pour ensuite développer la solution dans l'email. Mais attention, il faut aussi se montrer à la hauteur de la curiosité qu'on a suscitée. Créer la curiosité ne veut pas dire faire du putaclic. Si vous avez le sentiment que vous avez perdu votre temps ou que vous avez été dupé par le sujet d'un email, les chances que vous ouvriez à nouveau un email du même expéditeur baissent. Et même si vous finissez par le faire, vous le ferez de manière beaucoup plus sceptique et donc vous êtes moins prêt à sortir la carte bleue. C'est pour ça qu'écrire un bon sujet, oui, mais il ne faut pas faire dans le putaclic, c'est-à-dire vouloir chercher à tout prix le clic pour faire ouvrir l'email. Il faut qu'il soit quand même assez... qui déclenche une curiosité, qui donne envie d'aller plus loin. L'objectif d'un sujet, c'est de se faire remarquer. Ne faites pas les mêmes sujets que tout le monde. N'essayez pas de rester classique, vous devez vous démarquer. Pas tout le monde a 0 email non lu dans sa boîte. Vous devez donc faire en sorte de vous démarquer. Et donc voici comment vous démarquer dans vos sujets. C'est la taille qui compte. Les meilleurs sujets sont courts ou mi-longs. Ceux qui sont affichés en entier sur mobile et qui suscitent assez d'intérêt avec peu de mots. Chaque mot compte et doit servir à donner envie de cliquer. Ressembler à un ami et rester soi-même. Personne n'attend de vos sujets que la ponctuation soit parfaite. L'inverse est peut-être même plutôt efficace. Par exemple, ok, mais est-ce que ça va vous aider? En clair, ne cherchez pas à être professionnel, ce n'est pas ce que recherchez. Vous pouvez très bien vous amuser un petit peu avec la ponctuation et vous amuser un petit peu avec la langue française. Ça ne veut pas forcément dire ne pas la respecter et faire des fautes d'orthographe, mais ça veut dire de faire des choses qui ne sont pas forcément adaptées par la langue française, mais qui vous permettent un petit peu de vous amuser et faire comprendre la curiosité, etc. Donc par exemple les 3 petits points devant, ce genre de choses qui vous permet vraiment de créer une certaine curiosité par rapport à vos emails. En clair, ne cherchez pas à être professionnel, ce n'est pas ce qu'on recherche. Si votre email est catégorisé comme commercial par votre lead, dès la lecture de l'objet, il risque de s'arrêter là. Votre objectif est donc de ne pas être catégorisé comme un email pro, mais vous ne devez pas devenir totalement informel pour autant. Évitez les fautes et de vous adresser de manière trop vulgaire. Tout comme les sujets de vos emails doivent rester dans la continuité de comment vous parlez pour construire l'image de marque. Comment écrire un bon sujet d'email? On en a parlé. Créer la curiosité en vous basant sur 2 éléments. Être intéressant, entretenir le mystère. Pour être intéressant aux yeux de vos leads, vous devez savoir qui ils sont et ce qui les intéresse pour pouvoir leur parler d'eux. Il faut que le lead sente dès l'objet qu'il a intérêt à prendre le temps de lever le mystère, car cela lui permettra d'en savoir plus pour résoudre son problème. Cette méthode minceur fait s'arracher les cheveux des médecins. Ici, on ne sait pas à quoi se réfère précisément cette méthode, ce qui donne envie de cliquer pour en savoir plus.
Bon, je précise qu'on peut utiliser cette méthode plus subtilement tout en gardant son efficacité. Là, voilà, c'était pour un exemple vraiment gros pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Vous devez être capable de satisfaire cette curiosité dans le contenu de votre email. Sinon, vos lecteurs se sentiront certainement trahis que lorsque vous avez cliqué sur la pub minceur. Et ce sentiment, c'est précisément ce que l'on veut éviter pour créer l'engagement et la confiance. A l'inverse, si vous êtes à la hauteur de la curiosité que vous suscitez, vous assurez une audience fidèle. Notez qu'il est aussi possible de relancer la curiosité à la fin de votre email en promettant de la lever si votre lead clique sur le CTA. Vous verrez avec les ateliers sur les emails qu'on pourra faire, mais en fait pour écrire des emails, là vous avez un bagage théorique et c'est au fur et à mesure d'en faire que vous apprendrez à faire de bons emails. Je vous mettrai aussi un swap file de bons emails qui peuvent exister pour vous améliorer.